Le hasard joue un grand rôle dans toute histoire d'amour, dans toute histoire de carrière, dans toute histoire modifiant l'homme. Mais les gens n'aiment pas cette idée. Ils préfèrent croire qu'ils sont les artisans de leur propre bonheur comme de leur malheur. Quand nous parlons du hasard dans la vie quotidienne, nous pensons d'abord c'est invraisemblable. Nous ne pouvons expliquer pourquoi nous nous sommes rencontrés précisément à ce moment. Par exemple, il y avait très peu de chances que je rencontre à ce moment-là, dans l'avion New York-San Francisco, un ami dont j'avais fait la connaissance 8 ans auparavant et que je n'avais vu qu'une semaine. Et dans cet avion, j'ai soudain entendu sa voix. Jung dirait, avec les alchimistes, dans le hasard, il y a toujours un esprit mercurien, un esprit dionysiaque en quelque sorte, qui surgit soudain, très différent de l'esprit de la linéarité, de la pesanteur, de la méthode. En fait, en disant ce n'est que le hasard, nous cherchons à justifier le sens que nous avons donné à un événement pris indépendamment de son contexte. Nous disons donc, oui, ce n'est que le hasard. Dans quelle mesure le hasard est-il fortuit? C'est une question que les hommes se posent depuis qu'ils se préoccupent de leur destin. Dans cette installation d'Ulrike Gabriel, 2 personnes doivent essayer de communiquer par télépathie. Quand elles y parviennent, les projecteurs s'allument au-dessus de la piste et les scarabées artificiels commencent à s'animer. Celui qui a ignoré la logique de ce dispositif ne verra dans tout ça que l'effet du hasard. Mais qu'est-ce qui coordonne les pensées de ces 2 femmes? Où le hasard trouve-t-il sa source? Dans la physique classique de Newton, le monde paraissait obéir à des lois déterministes. Ainsi donc, le présent était déterminé par le passé. Mais la théorie des quanta nous a montré que tout ça était faux. Dans la nature se produisent des réactions quantiques, des désintégrations radioactives qui ne sont dues qu'au hasard. Nouveau-Mexique. C'est ici que vit le physicien Helmut Schmidt depuis qu'il est retraité. Schmidt est venu s'installer aux États-Unis pour travailler pour Boeing. Pendant ses études, il s'était penché sur l'interaction entre l'esprit et la machine. Cela a intéressé aussi le constructeur aérien qui voyait la possibilité d'un système de guidage futuriste et une cause possible des crashs. Schmidt continue aujourd'hui à poursuivre ses recherches. Selon la théorie des quanta, il y a des sauts quantiques qui ne sont en principe pas prévisibles et que notre volonté ne peut bien sûr pas influencer. Je voulais d'abord montrer que des contradictions entre la physique et l'expérimentation se manifestent clairement quand on sait que l'observation est faite par l'homme. Cette machine contient des composés radioactifs, car du point de vue du physicien, la radioactivité est la source du hasard. Cette source radioactive agit comme un dé. Elle fabrique du hasard. Et avec cette machine, nous voulons rendre tout cela attrayant pour l'esprit.
À présent, imaginez-vous un jeu où deux équipes jouent l'une contre l'autre en lançant un dé. La première fait 6, avance de 6 pas dans un sens, l'autre fait 2 et avance de 2 pas dans l'autre sens. De la même façon, la lampe fait des pas dans l'un ou l'autre sens. Et le problème est ici d'essayer, avec notre esprit, notre personnalité, de faire s'allumer les lampes vers la droite. Si l'on suit Schmitt, ses expériences apportent alors la preuve qu'il existe un rapport entre son générateur de nombres aléatoires et l'expérimentateur. Il y aurait donc entre l'esprit et la matière une corrélation jusqu'alors inexpliquée. Le hasard ne serait plus le hasard. Je peux vous montrer une ancienne machine. C'était même la toute première. J'ai fait avec elle des expériences de psychokinésie. En fait, au départ, je n'y ai pas cru. J'ai fabriqué la machine. Elle est restée dans un coin, car nous n'avions pas le courage de travailler sérieusement dessus. Ce que vous voyez là découle de cette première machine. Son principe est identique. Elle renferme des désintégrations radioactives. C'est comme si quelqu'un tirait à pile ou face, disait droite ou gauche. Selon le résultat, la lumière ira vers la droite ou vers la gauche. On dirait bien qu'il existe une interaction entre l'homme et la matière, qui est encore inconnue en physique. Et là se pose une question importante. Devons-nous élargir le domaine de la physique pour y inclure ses effets? Ou devons-nous dire, la physique a des frontières au-delà desquelles se trouve la conscience? Il y a là un autre monde, un monde nouveau, qui restera peut-être toujours inconnu. Il n'y a pas de hasard. C'est une déclaration absurde car tout le monde sait que le hasard existe. Ce qui est encore plus curieux, c'est que des gens qui disent le contraire les uns des autres utilisent cette phrase. Les uns disent à ton péremptoire, il n'y a pas de hasard. Tout ça, c'est des blagues. Les autres disent timidement, il n'y a pas de hasard, laissant entendre qu'il existe une providence, une destinée, un Dieu ou une âme dans l'univers. Certains scientifiques tentent d'établir un pont entre ces deux conceptions. Cette machine se trouve dans le laboratoire du professeur Robert Jahn à Princeton. Observées une à une, chaque bille prend un chemin aléatoire, mais toutes ensemble, elles forment une courbe de Gauss. Seulement, celle-ci n'est pas toujours très exacte, et c'est cela qui intéresse le professeur Jahn. Au pair, Princeton Engineering Anomalies Research, le pair étudie ce genre d'anomalies. Notre approche est celle de la science de l'ingénierie moderne. Nous nous intéressons à ces phénomènes qui vont, à notre avis, changer la pratique actuelle et future de l'ingénierie. Au départ, nous voulions seulement découvrir si les systèmes techniques étaient sensibles à ces phénomènes. Mais nous avons très vite constaté que les implications étaient beaucoup plus importantes. En renouvelant ses expériences, le professeur Jahn a pu vérifier son hypothèse. Il a toujours obtenu le même résultat. Brenda Dunn, psychologue, a son idée des raisons qui poussent la science à faire peu de cas de son travail. Nous avons tendance à être un peu arrogants. Nous pensons que tout ce que nous avons découvert grâce aux sciences modernes est tout ce qu'il y a à savoir, alors qu'il existe des pans entiers de la connaissance dont la science ne tient pas compte parce qu'elle résiste à une approche scientifique. Quelle sera l'amplitude du pendule? Combien de temps oscillera-t-il? Cela dépend de plusieurs facteurs qui produisent un résultat aléatoire. Cette femme peut-elle modifier les oscillations du pendule par l'action de sa volonté? Là est la question. Les professeurs Jahn et Dunn pensent que oui, même si l'effet est infime.
Nos expériences sont un peu comme des jeux. Ainsi, les sujets s'intéressent, s'amusent, jouent avec nos machines. C'est un élément essentiel pour notre étude de ces phénomènes. Les expériences peuvent se poursuivre à l'infini. Elles sont toutes enregistrées dans un ordinateur. Mais que se cache-t-il derrière ces résultats déconcertants? Nous ne choisissons pas les gens, ce sont tous des volontaires. Aucun d'eux ne prétend avoir des capacités psychiques inhabituelles ou des talents particuliers. Ils s'intéressent à ce sujet pour des raisons diverses. Certains sont sceptiques, d'autres curieux. Il n'y a aucune formation, nous ne demandons pas à ces gens de suivre une méthode particulière. Nous leur disons, voici notre objectif, essayez d'obtenir plus de grands nombres que de petits nombres. Et c'est un exemple. Faites ce que vous voulez, et si vous obtenez quelque chose, dites-nous comment vous y êtes parvenu. Le rythme de ce tambour est lui aussi déterminé par un générateur de nombres aléatoires. Il appartenait à un chaman indien. La plupart de ceux qui ne connaissent que de loin les travaux de Jan pensent que c'est du charlatanisme, de la sorcellerie. Ils pensent que les nombres proposés par Jan et son équipe ne sont pas signifiants. One bit inverted out of every 10,000. Dans nos expériences, on trouve un résultat aberrant tous les 10 000 cas, ce qui n'est pas très impressionnant. Mais les ordinateurs traitent des milliards de bits par seconde. Et pour des machines qui dépendent de la précision de ces ordinateurs, ces infimes variations peuvent avoir des conséquences énormes. Take over consequential roles. Les physiciens ne peuvent pas pour l'instant expliquer ces phénomènes. On suppose bien sûr qu'il existe des corrélations entre l'esprit et la matière, entre la conscience de l'observateur et les objets, les processus qu'il observe. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui puisse prétendre au statut d'une théorie établie. Mais ces minuscules écarts sont signifiants si toutes ces interprétations sont exactes. Il faut les prendre au sérieux. Et ça, c'est un défi pour la physique. On peut se demander si nos résultats sont vraiment le produit du hasard. Mais statistiquement, la probabilité pour arriver à ce résultat n'est que d'une chance sur 1 billion. Cela me suffit. That our results are simply chance. That's good enough for me. Il y a des histoires incroyables et je vais vous en raconter une. Je voulais offrir à une de mes collègues que j'aime beaucoup un très beau cadeau pour Noël. Je vais dans une boutique, je choisis quelque chose de superbe, je vais à la caisse, je m'apprête à payer et je vois sur une table à côté des cadeaux bien emballés. Et soudain, je me vois poser sur cette table le cadeau que j'allais acheter et prendre à la place un des paquets. Après s'être passé à la caisse, je regarde ce que j'ai acheté. C'est un classeur à recettes de cuisine avec des ustensiles. Mais je ne savais absolument pas si cette femme aimait faire la cuisine. Je m'en veux, je suis gênée. Mais ça m'embarrasse encore plus de dire à la vendeuse « Excusez-moi, j'ai été distraite, je voudrais faire un échange. » Un peu angoissée, je me rends au bureau et je dis à ma collègue « J'ai fait quelque chose de très étrange. Tiens, voilà le ticket de caisse, tu peux aller l'échanger tout de suite. » Elle regarde ce qu'il y a dans le sac et me dit « Tu as acheté ça à cause de sa forme et de sa couleur. Cela existe aussi en vert et blanc. Samedi dernier, je l'ai vu et j'ai voulu me l'acheter. Mais c'était trop cher pour moi. »
Il y a vraiment là-dessous quelque chose que je ne peux pas expliquer. La science est un processus d'apprentissage, de compréhension, d'acquisition des connaissances. Et comment les acquérir si on ne prend pas au départ la position de Candide, si on ne se dit pas « je ne sais pas ». Si on part avec l'idée qu'on sait, on n'est pas en position d'apprendre quelque chose de nouveau. Un bon scientifique doit avoir cette ouverture d'esprit, reconnaître quand il se trompe, accepter qu'il y ait des choses qu'il ne comprend pas et les étudier sans a priori, en essayant d'oublier autant que possible le résultat qu'il attend. Cela s'appelle tout simplement être objectif. Deux choses peuvent amener un physicien à étudier ce domaine. Il peut tout simplement le trouver intéressant ou avoir vécu des expériences personnelles s'y rattachant. Dans mon cas, je pense que les deux sont vrais. Quel type d'expérience avez-vous vécu? Une expérience télépathique. Avez-vous prévu des choses qui se sont produites par la suite ou avez-vous été connecté en esprit à quelqu'un qui n'était pas présent? J'ai pris conscience que je recevais des informations liées à des événements réels que je n'avais aucun moyen direct de connaître. Je me suis alors intéressée à ce domaine. J'avais envie de comprendre. Je voulais comprendre de mon point de vue de scientifique. Le professeur Palikari enseigne à l'Université d'Athènes. Ses recherches se poursuivent pour un semestre à Fribourg, où un programme a été mis en place pour vérifier les résultats des recherches menées à l'Institut Pair de Princeton. Le psychologue Holger Bösch travaille également sur ce programme. Pour l'instant, nous essayons de reproduire les expériences qui ont été menées à Princeton. Le travail se fait parallèlement dans 3 instituts. À Princeton, bien sûr, où les chercheurs essaient de renouveler leurs expériences. À l'université de Gießen, où la recherche est dirigée par le professeur Weitel, et ici. Nous avons des centres d'intérêt différents. Dans la deuxième phase, nous nous concentrerons sur la psychologie. À Gießen, ils étudieront la physiologie. Nous essayons de trouver des variables psychologiques qui expliqueraient que les individus soient différents, certains pouvant produire ces phénomènes et ces effets, et d'autres pas. Der Überlagerungsprozess wird durch den kleinen Zufallszahlengenerator, das ist diese graue Maschine hier gesteuert, die produziert wie wild einzelne Nullen. Wir sammeln immer diese einzelnen Nullen und diese einzelnen Nullen führen zu einer Veränderung. Das ist so ähnlich, als wenn jemand eine Münze wirft und immer wenn die 1 kommt, dann kommt die Welt ein bisschen in den Vordergrund. Immer wenn die 0 kommt beim Münzwurf, dann kommt der Teppich ein bisschen in den Vordergrund. Ce dont nous avons besoin à présent, c'est d'un schéma solide, d'un schéma reproductible de l'interaction générée par la matière cérébrale. On peut opposer de très bons arguments à l'hypothèse selon laquelle l'intention peut influencer la réalité physique. Et on peut les approuver. Ce sont des arguments que je respecte. Du kannst im Prinzip machen, was du willst. Es gibt ja keine physikalische Wechselwirkung zwischen dir und dem Bild oder dem Zufallszahlengenerator, soweit wir das eben ausschließen können. Ce que je propose est un modèle, ou plutôt l'hypothèse d'un modèle. Quand l'esprit interfère avec cette production, les statistiques changent d'une façon que l'on peut prévoir. C'est précisément ce qui m'intéresse. Super. Wenn wir jemanden fänden, der Si nous trouvions quelqu'un qui pouvait faire cette expérience 10 fois en obtenant à chaque fois un résultat significatif, je commencerai par démonter la machine pour voir si quelque chose ne fonctionne pas. Car personne jusqu'à présent n'a réussi à le faire. Les résultats sont fluctuants.
D'après les expériences que nous avons déjà menées, nous pouvons voir que l'effet obtenu est infime. Nous pouvons aussi en déduire que nous devrons mener un nombre considérable d'expériences pour arriver à produire un effet. Il m'est beaucoup plus facile de décourager les gens que de les rendre optimistes. Il me suffit de leur dire « Vous n'êtes qu'un technicien, vous n'avez aucune habileté. » Mais essayez quand même. Quand les gens sont découragés, nous obtenons des effets négatifs. Na, dann verschwinde eben gut. Aber 5-mal hintereinander die Erde, das ist natürlich auch... C'est ce que les parapsychologues appellent fonction d'ordre caché. Il semblerait, selon cette hypothèse, qu'il y ait des hommes qui, quand ils espèrent quelque chose, obtiennent exactement le contraire de ce qu'ils avaient espéré. On voit ça tous les jours, il y a une foule d'individus à qui cela arrive. Le hasard n'a pas que des bons côtés. Il y a aussi des hasards affreux, des coïncidences terribles. Par exemple, un peintre repeignait une pièce et son client lui demanda « Votre femme ne vous en veut pas de rester si tard au travail ?» Le peintre lui répondit « J'ai offert une voiture à ma femme pour nos 25 ans de mariage. » Peu de temps après, la police m'a appelé pour me dire qu'elle était morte dans un accident. J'ai alors téléphoné à mon fils qui faisait son service militaire à Kiel. Il a pris la route avec son ami et les parents de celle-ci pour assister à l'enterrement. Mais j'ai eu un coup de fil de la police qui m'a dit qu'ils étaient tous morts dans un accident. Mon fils avait un fils naturel, j'avais souscrit une assurance vie pour eux. Au tribunal des tutelles, on m'a dit de signer une reconnaissance de paternité et virer l'argent de l'assurance sur un compte bloqué. Mais je n'avais pas la tête à ça à ce moment-là. J'ai réfléchi que si je ne le faisais pas, des étrangers géreraient cet argent à ma place. C'est alors que la police m'a appelé pour me dire que mon petit-fils était mort étouffé dans son oreiller. Et 4 mois plus tard, ce peintre a eu un très grave accident. Il est resté 6 mois à l'hôpital. Là, on se dit que vraiment quelqu'un lui en veut. Le temps est-il soumis au hasard? Qu'avons-nous à voir avec le soleil et la pluie? Les chercheurs de l'Institut Pair de Princeton se sont posés ces étranges questions. À Princeton, les anciens et les futurs diplômés organisent chaque année une fête. La plupart des réjouissances se passent en plein air. Et on a remarqué que la plupart du temps, lors de ces fêtes, il faisait beau, le temps était toujours sec. L'accès aux relevés météorologiques des années passées nous permet de poser avec objectivité une question scientifique. Princeton bénéficie-t-il d'un temps plus clément parce que les gens qui s'y trouvent le souhaitent? À Princeton, lors de ce week-end, il pleut effectivement moins qu'à l'ordinaire et moins que dans le reste de la région. Ce résultat est-il fortuit ou bien a-t-il valeur de modèle? Quoi qu'il en soit, il a failli pleuvoir après la publication de cette étude lors de la cérémonie. On attendait de la pluie. J'étais très inquiet. C'était la première fois qu'on étudiait cette hypothèse et je craignais qu'elle ne soit réfutée de prime abord. Même si, comme je l'ai déjà dit, un événement isolé ne peut être utilisé comme preuve dans ce genre d'expérience, je dois avouer que j'étais content qu'il ne pleuve pas. I see you brought your umbrella nonetheless, though. Yeah, just in case. But Hal makes the final decision on whether it rains on graduation day. As far as you know, has it ever rained here on commencement day? 1937. En anglais,
Il y a un dicton qui existe peut-être aussi en allemand. On parle sans arrêt de la pluie et du beau temps, mais on ne peut rien y changer. Le résultat de cette petite étude laisse à penser que nous devrions réviser ce jugement. Also ich versuche jetzt mal mit der Erde. Jetzt kommt sicher wieder das andere nach alter Erfahrung. Geht es Ihnen in Ihrem Leben auch so? Also viele Leute sagen das, aber ich glaube nicht. Ich versuche das immer rational zu sehen. Also ich glaube, man täuscht sich da oft. Nous avons découvert que chaque individu utilise sa propre stratégie. Mais lorsque l'on observe les tendances à long terme, aucune des courbes classiques d'apprentissage n'apparaît de façon évidente. Les gens apprennent à identifier et à reconnaître de façon subjective quand ils sentent qu'il va se passer quelque chose. Ich versuch's nochmal ganz stark. Ja. Gut. Noch ein bisschen. Ja. Ha. Quand leur intuition est juste, ils arrivent presque à identifier des événements avant qu'ils n'arrivent. Mais ils ne sont pas en mesure de décrire comment leur vient cette intuition, comment ils arrivent à prédire certaines choses. Cela reviendrait à expliquer comment on fait pour tomber amoureux. Et quand ça arrive, on le sait, mais on ne peut pas le provoquer. Le fait de tomber amoureux a quelque chose à voir avec tout ça? C'est possible, oui. Nous avons fait une expérience avec 2 individus. Nous voulions observer si 2 personnes ayant produit séparément des résultats pourraient produire 2 fois ces résultats si on les faisait travailler ensemble. Le sexe des participants semble avoir une influence sur le résultat. Quand le couple est formé de 2 hommes ou de 2 femmes, les résultats sont aléatoires. Ils sont nuls et on note même un léger recul, un résultat opposé à l'intention du participant. Mais lorsque nous avons travaillé avec des couples amoureux, nous avons relevé des effets qui étaient jusqu'à 7 fois supérieurs à ceux produits par le même individu travaillant seul. Pour moi, la conscience humaine est une entité appartenant à un système très large. Ce n'est pas une entité contenue dans le cerveau et complètement séparée du reste du monde. Il est possible qu'il y ait des interactions directes liées aux idées et aux intentions, aux souhaits. Ces interactions peuvent être à l'origine de petites différences par rapport à ce qui se serait passé si seul le hasard avait été en jeu. On ne peut guère déduire de nos expériences que notre désir peut avoir une influence au niveau macroscopique. On relate dans ce domaine des phénomènes, mais ils sont si difficiles à contrôler qu'on est obligé de prendre en compte le facteur d'incertitude et même d'envisager qu'il y a eu tricherie. Nous en payons en quelque sorte le prix. Les effets que nous obtenons sont évidemment plus minces. Le hasard ne se répète ni ne se commande. En ce sens, il s'oppose à la démarche scientifique. Le hasard peut être extrêmement dangereux, et ce, de 2 manières. D'abord en dévoilant mon impuissance. Quand des choses arrivent que je n'ai pas prévues, je ressens brusquement que je ne suis qu'une partie d'une réalité plus vaste. Des gens disent qu'ils se sentent guidés par une force extérieure lorsqu'ils vivent de telles situations. Ils en ont un peu honte. C'est une expérience pénible.
La certitude propre à notre culture de pouvoir s'autodéterminer s'en trouve ébranlée et notre impuissance se fait jour. Prenons par exemple la mort du comte Berge von Trips. Il est parti en avion pour Monza pour faire une course automobile et il est mort dans un accident. Il avait décommandé un voyage en Amérique avec une délégation agricole. Cette délégation, dont il aurait dû faire partie s'il n'avait pas fait la course, s'est écrasée en avion et tout le monde est mort. Il y a eu là une synchronicité. Cet homme devait mourir. Il avait, pour ainsi dire, un double rendez-vous avec la mort. Quand la notion de hasard est-elle devenue si importante pour l'homme? Au milieu du siècle dernier, lorsque Darwin a énoncé sa théorie de l'évolution. Le hasard y joue un rôle important. Il existe un lien entre le hasard et la mutation. Mais en même temps, beaucoup de sujets intéressants, comme la science des fins, la finalité, ont été relégués au second plan. D'un point de vue psychologique, on dirait qu'on a refoulé tout cela. L'opinion commune du monde scientifique actuel veut que le monde produise des événements indépendamment de l'observateur humain. Nous ne serions que de simples badauds et en aucun cas des participants. Pourtant, ces expériences impliquent que nous ne sommes pas des spectateurs passifs, mais des participants actifs, que le monde réagit sur nous autant que nous réagissons sur le monde. Beaucoup de physiciens avant nous se sont penchés sur l'interaction entre l'esprit et la matière et sur leurs éventuelles corrélations. Wolfgang Pauli est l'un d'eux. Il a consacré beaucoup d'énergie à ses recherches. C'était un théoricien. Les expériences n'étaient pas son domaine. Ce qui était curieux, c'est que lorsqu'il entrait dans un laboratoire d'expérience, les essais étaient voués à l'échec. Quelque chose se cassait, allait de travers. Les équipes d'expérimentation ont fini par dire « Nous ne voulons pas que Pauli assiste à nos expériences ». Il ressentait toujours une tension tout à fait particulière lorsque ça arrivait. Quand quelque chose se cassait ou échouait, il ressentait alors un soulagement étrange lié au fait qu'il se produisait bien ce qu'on pourrait appeler l'effet Pauli dès qu'il entrait dans un laboratoire. Des quatre coins du monde, des gens nous téléphonent, nous écrivent, nous rendent visite pour nous raconter une expérience qu'ils ont vécue. La plupart du temps, ils en ont honte. Ils commencent en disant qu'ils n'en ont pas parlé autour d'eux, car on les prendrait pour des fous. Mais ils ne peuvent pas tous être fous. C'est un triste constat pour notre culture de voir que ces expériences, qui sont souvent très profondes, qui bouleversent la vie de ceux qui les ont vécues, sont des expériences que l'on ne peut avouer sans perdre, dans une certaine mesure, sa crédibilité scientifique ou intellectuelle. Carl Jung ne s'est jamais soucié de perdre sa crédibilité. Selon lui, de tels moments avaient toujours une signification. Chez Jung, à Kusnacht, Pauli trouve une oreille attentive. Le prix Nobel, que beaucoup considèrent plus important qu'Einstein, s'associe avec le dissident de Freud.
D'un autre côté, Pauli a toujours dit clairement, nous ne faisons ici que de la spéculation. Ce que l'on peut prouver avec la physique ne touche pas du tout la conscience. La physique, avec ses théories, s'occupe de la réalité matérielle. C'était tout à fait clair pour Pauli. Qu'elle puisse ou doive nous rendre heureux, c'est une autre question. La physique ne rendait pas Pauli heureux. Il en voulait plus. Avant sa rencontre avec Pauli, Jung s'était déjà intéressé de près au phénomène du hasard. Son intérêt avait été déclenché par une séance d'analyse avec une patiente extrêmement difficile. Cette femme lui racontait un rêve dans lequel un scarabée jouait un rôle important. Jung, assis, le dos à la fenêtre, entend frapper. Il se retourne et voit un coléoptère, le cousin européen du scarabée, qui volait contre la vitre. Il ouvre la fenêtre, attrape le coléoptère et le met dans la main de la patiente en disant « Votre scarabée ». Il avait rompu la glace. La synchronicité, c'est ainsi que Jung désigne ces hasards significatifs qui surviennent à des moments particuliers de notre vie. Nous avons tous vécu des expériences déconcertantes, impressionnantes. Jung parlerait même d'expériences divines, où à un instant précis, on éprouve une émotion, on se sent partie prenante de quelque chose qui se passe. Un événement se produit et on se rend compte qu'il est en rapport direct avec une de nos propres expériences. Au cours de ma vie, j'ai fait fréquemment l'expérience de coïncidences de nature synchronique. Et je pense que c'est le cas pour la plupart d'entre nous. Pour moi, ce n'est pas quelque chose de très inhabituel. Ça l'est peut-être pour certains, mais dans la mesure où je mène des recherches dans ce domaine, je suis plus réceptive, plus habituée à ce genre de choses. Quand on étudie ces phénomènes de très près, on sait qu'ils vont se manifester dans notre propre vie. Toute la différence réside dans le fait qu'on finit par accepter ces coïncidences qui deviennent quelque chose d'ordinaire. Quand la plupart des gens s'exclament « Mon Dieu, que s'est-il passé ?» Ainsi, il y a certainement des événements, je ne veux pas parler ici du hasard, qui à première vue nous font penser au hasard. Mais je ne les appellerai pas ainsi. Je dirais simplement que ce sont des événements qui ont joué un rôle important dans ma vie. Il vous arrive de remercier le hasard? Les hasards de ce type? Oui, toujours. Parfois, on a du mal à l'admettre au moment où ça se produit. Il y a aussi des événements qui ne nous plaisent pas au premier abord. Avec le recul, je dirais que je suis content qu'ils se soient produits. Quelqu'un qui vit une expérience de synchronicité est conscient qu'il n'en est pas responsable. Elle s'impose à lui. C'est comme une révélation. Elle n'est pas le produit de notre imagination. Il n'y a pas d'interprétation sciemment produite, bien au contraire. Le caractère particulier de cette expérience vécue s'impose de lui-même. Il existe des moments d'inspiration, de créativité, de perspicacité qui sont peut-être des moments d'union mystique avec le monde. C'est dans ces moments que les événements synchroniques ont le plus tendance à se produire, car alors il n'y a plus de voile de description entre le monde que l'on observe et soi-même. On observe ou on vit le monde de façon directe. Et d'une certaine façon, le monde semble réagir comme s'il savait. J'ai rencontré chez une voisine une femme qui avait une présence bien particulière. C'était le genre de femme à qui l'on aurait confié son sac sans hésiter. On la remarquait, mais elle se tenait en retrait. Elle inspirait confiance, elle était aimable.
J'ai dit à la voisine de lui demander si elle aimerait être animatrice. La femme m'a contactée et nous avons fixé un rendez-vous. Le matin du jour convenu, elle m'a téléphoné pour me dire qu'elle ne pouvait malheureusement pas venir. En effet, on avait diagnostiqué chez elle un cancer et elle devait se rendre chez le médecin. Je l'ai appelée 2 mois plus tard à l'hôpital. Elle m'a dit que toutes les chances étaient de son côté. Le médecin était très satisfait de l'opération. Je lui ai dit que je pouvais lui réserver le poste jusqu'au début du mois de septembre, mais qu'au-delà, je contacterais quelqu'un d'autre. Puis, je n'ai plus entendu parler d'elle. 3 jours avant mon émission, j'ai appris son décès. Elle sera enterrée ce jeudi à 11h. J'avais choisi l'année dernière d'intituler mon émission « L'habit de deuil manifestait sa peine ». Je ne connaissais pas vraiment cette femme. Mais pourtant, cela m'a touchée de très près. J'ai pensé à elle toute la matinée et le soir venu, j'ai appelé la voisine et je lui ai dit que je n'arrêtais pas de penser à elle. La voisine m'a répondu qu'il y avait encore mieux. Avec ses amis, elle avait écouté mon émission sur le chemin de la chapelle et à 11h moins le quart, quand il devait sortir des véhicules, j'ai passé Ballade pour Adeline. C'est le morceau que cette femme aurait voulu qu'on joue à son enterrement. Vous êtes très ému? Oui, cela me touche beaucoup. Nous sommes quasiment des générateurs de présages. Ich meine, je esoterisch, wenn wir annehmen, die Menschen kann man auf so einem Kontinuum von ultra-esoterisch zu ultra-rationalistisch. Si l'on part du principe que les hommes sont divisés en ultra-ésotériques et ultra-rationalistes, le premier préférera comme principe d'explication « tout est hasard », quand le second dira « tout a du sens ». Das hat unheimlich viel Bedeutung. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. C'est sur ce continuum que les hommes se déplacent. On peut classer chaque individu selon différents aspects de sa vie. Selon Carl Jung, la synchronicité est un principe connecteur non causal. La synchronicité pourrait servir de modèle pour montrer le mode de fonctionnement de la machine cérébrale. En d'autres termes, il est possible qu'il y ait une propriété de conscience que nous connaissons mal, capable de provoquer une synchronicité dans une série d'événements binaires. A synchronicity effect within the generation of binary events. Binary events cluster into the direction. Ces événements binaires se produisent selon nos désirs. On le voit dans la vie quotidienne, où il nous faut trancher entre le oui et le non. Binary events in life. And it could be that statistically, just by wishing for something to happen, il est possible que nos désirs faussent les statistiques. On obtiendrait parfois ainsi plus de oui que de non. On dirait bien que cette propriété de conscience, communément appelée psi, ou vecteur d'onde, est un effet magnétique en rapport avec nos intentions. Of similar events which correlate to your intention. Dans les foires, les diseurs de Bonaventure s'intéressent beaucoup à ce genre de phénomène. Je n'étudie évidemment pas la question du même point de vue.
L'engouement que l'on a pu observer pour ce domaine, que j'appellerais l'ésotérisme sérieux, a entraîné un intérêt pour l'épistémologie, la neurophysiologie et la neuropsychologie. C'est un sujet essentiel pour tous ces domaines. Pas dans le sens de Robert-Yann, quand il évoque un appareil placé dans un endroit quelconque, avec lequel nous aurions une relation d'interaction, mais dans un sens beaucoup plus restreint et peut-être plus fécond pour la recherche, dans le sens où il devrait y avoir dans le cerveau humain cette relation d'interaction. Autre expérience menée à Princeton, la fontaine. L'ordinateur enregistre précisément la hauteur et le modèle de décomposition du jet d'eau et compare ces deux données avec ce qu'avait prévu l'expérimentateur. Selon le professeur Jahn, les effets observés ont une signification importante pour chacun d'entre nous. Si on croit que je peux influer par ce procédé sur une chose aussi éloignée émotionnellement qu'une boîte d'aluminium contenant des éléments électroniques, il n'est pas loufoque de penser que je peux de la même façon influer sur les innombrables processus aléatoires qui contrôlent ma propre physiologie. Le corps humain contient une pléthore de systèmes qui traitent l'information, parmi lesquels les effets statistiques et encore une fois les moyens et les déviations standards. L'hypothèse est la suivante. Si je peux transmettre avec succès mon intention de changer le flux des 1 et des zéros sortant d'un générateur de nombres aléatoires, je devrais également être en mesure d'influer sur les processus dont dépend ma santé, qu'ils soient neurophysiologiques ou circulatoires, structurels, ce que vous voudrez. Si l'on pousse la réflexion plus avant, cela signifie que c'est nous qui décidons de notre état de santé. Jahn s'attaque là à un tabou. Il n'existe pas de concept dans notre représentation du monde qui indique la façon dont l'esprit influe sur la matière. Car ce qui n'existe pas ne peut exister. L'établissement scientifique va être obligé de reconnaître qu'il se passe des choses. Comme l'a dit l'un de mes collègues, je suis prêt à concéder qu'il y a une anomalie légitime. Mais je ne suis pas sûr d'être d'accord avec vous sur la nature de cette anomalie. Très bien. Je n'ai pas besoin qu'on soit d'accord avec moi sur sa nature. Je ne sais pas ce que c'est moi-même. Je ne fais que lancer des hypothèses. Mais si on arrive à prouver que ces anomalies existent, on pourra enfin avancer, plutôt que de passer notre temps à tenter de prouver qu'il y a quelque chose. On pourra enfin essayer de comprendre. Menschen, denen sehr ungewöhnliche Zufälle passieren, trauen sich auch gar nicht mehr, die zu berichten. Ceux qui ont vécu des expériences inhabituelles n'osent pas les raconter, de peur d'être poursuivis comme au temps de l'Inquisition. Bien sûr, on ne risque plus le bûcher. Mais qui sait si on garderait à son poste quelqu'un qui irait raconter à ses collègues: je suis dingue, j'ai entendu les nouvelles ce matin et on a annoncé que Madame Süssmuth, la présidente du Parlement allemand, prend l'avion pour l'Amérique aujourd'hui. Je ressens le besoin de l'appeler pour lui dire de ne pas partir. Dans l'après-midi, la nouvelle arrive que l'avion de Madame Süssmuth a dû faire un atterrissage forcé et a failli s'écraser. Mais elle n'osera jamais dire cela en public. Je suis en position de le dire parce qu'elle me l'a avoué. Il existe beaucoup d'histoires de ce genre, mais les gens ne veulent pas en parler parce que ce sont des phénomènes tabous. Le hasard est-il entré en jeu parce que nous ne savons pas assez de choses sur certains phénomènes pour pouvoir bien les connaître?
C'est naturellement une question primordiale. Dans l'état actuel des connaissances, si l'on poursuit ce débat autour des expériences de Yann, on voit bien qu'on accorde une trop grande importance au hasard. Il est temps pour nous autres physiciens de restreindre le rôle du hasard et de prendre plus au sérieux des notions comme le sens. Einstein répétait sans cesse à la communauté scientifique que la plupart de ses célèbres concepts physiques n'étaient que des principes d'organisation pratique qui étaient apparus d'eux-mêmes pour mettre de l'ordre dans la formalisation de ces processus, et il incluait dans cette liste l'espace et le temps. Il considérait ces deux concepts comme des constructions humaines plutôt que comme des propriétés physiques fondamentales. C'est là qu'il faut parler de la proximité émotionnelle, ou si vous voulez, de la distance émotionnelle. Le temps devient une question de relation émotionnelle plutôt que de relation physique. Ainsi, on est sensible à des événements qui nous touchent émotionnellement, même s'ils n'ont pas encore eu lieu. Fribourg, un essai apparemment sans cobaye humain. Nous sommes prêts à accepter que notre pensée peut influencer un ordinateur. Mais les résultats des expériences sont beaucoup plus singuliers qu'on l'aurait imaginé. Habituellement, nos participants et participantes sont assis devant l'écran. Nous nous y prenons parfois différemment en convenant avec eux d'un horaire très précis. Ils sont chez eux, en voiture, en voyage autour du monde ou en Amérique. À une heure que nous avons préalablement fixée, nous mettons en marche le générateur de nombres aléatoires. J'allume l'appareil. La personne qui va subir le test est à 100 km de là. Cela fonctionne aussi. Il suffit que la personne se concentre et se trouve dans un milieu propice. Donc, chose curieuse, nos résultats n'ont rien à voir avec l'éloignement. Ce qui est encore plus mystérieux, c'est que ça n'a rien à voir non plus avec le temps. Mais nous devons accepter les résultats des expériences, même si nous ne les comprenons pas. Nous devons être ouverts et dire, voilà ce que nous observons. Dans tous les cas où on a pu en faire l'expérience, on a eu très vite la preuve que le processus se souciait peu de la distance d'intervention ou du temps d'intervention. Cela pourrait sembler faire mentir notre hypothèse ou être à la source de nouvelles difficultés, mais je pense au contraire que c'est un résultat précieux, car il restreint de façon importante les types de modèles théoriques que l'on peut raisonnablement appliquer à ces processus. J'ai ici 3D. La personne soumise à l'essai doit essayer d'obtenir un chiffre élevé. Voilà comment ça pourrait se passer. J'ai quelqu'un en face de moi. Je secoue les dés et la personne essaie d'obtenir un chiffre élevé pendant que je les mélange. Ensuite, nous regardons et je lui dis « oui, c'est à peu près la moyenne. Enfin, un peu au-dessus de la moyenne, peut-être. » C'est la méthode standard où la pensée entre en jeu, où l'on peut croire au pouvoir de la pensée, mais cela fonctionne tout aussi bien quand on fait la chose suivante. D'abord, je secoue les dés, puis je les laisse de côté. 2 jours plus tard, la personne à qui je fais subir le test arrive. Je lui dis, voici les dés. Je fais semblant de les mélanger, alors qu'en fait, tout est déjà préparé. Je lui dis, nous essayons d'obtenir des 6 et des chiffres élevés. Nous créons un suspense. La personne mise à l'épreuve se concentre, puis je soulève la boîte. Et là, ça n'a pas bien marché. L'important, c'est que la personne voit le résultat.
C'est là le moment psychologique clé. La personne testée se rend compte de quelque chose. C'est comme un film qui défilerait à l'envers. Mais alors le hasard ne serait plus le hasard. Les expériences menées dans notre laboratoire avec des gens ordinaires, de simples volontaires, peuvent produire ce genre d'effet. Ce ne sont pas des gens particuliers pourvus de dons inhabituels. Ce sont des gens comme vous et moi qui sont intéressés par ces questions et veulent comprendre ce qui les fait fonctionner, ce qui fait qu'ils sont essentiellement humains. On peut se demander dans quelle mesure l'existence humaine obéit au destin et dans quelle mesure on peut la considérer comme un projet. C'est une des nombreuses questions auxquelles on peut difficilement répondre simplement par oui ou par non. Il faut au contraire longuement réfléchir sur ce qu'on demande à la vie. Il y a évidemment des choses que l'on doit traiter comme des projets. Si on ne le faisait pas, où irait-on ? Nous voulons développer le champ de la physique, y inclure la conscience humaine et son rôle proactif dans l'établissement de la réalité. Nous devons développer le champ de la physique pour qu'elle soit en mesure de manier des concepts subjectifs avec la même facilité qu'elle manie actuellement des concepts objectifs. De la même façon qu'on est passé de la mécanique classique à la mécanique quantique et ensuite à la mécanique relativiste, nous devons maintenant passer à une mécanique qui inclut aussi l'esprit humain comme une part importante du système physique dans son ensemble. Nous avons rejeté le subjectif, le spirituel, le mystique. Nous voulions nous en tenir à l'analytique, au quantifiable, à ce qui était facilement observable et mesurable. Mais dans ce domaine, on ne peut pas aller plus loin. Nous devons maintenant revenir à cette autre dimension de l'expérimentation, la réintégrer en lui apportant ce qu'on a appris au cours des siècles, c'est-à-dire une meilleure compréhension de la mesure, de l'objectivité et de la quantification. Nous devons faire le chemin en arrière et nous replonger dans cet autre aspect de la réalité avec la même application pour donner ensuite à tout cela une unité. Les hasards ressemblent à ce qu'a décrit Matthias Claudius dans La Lune s'est levée. Vous voyez la Lune là-bas? On ne peut la voir qu'à moitié. Cependant, elle est ronde et belle. Certaines choses sont ainsi. Elles nous amusent et nous consolent parce que nos yeux ne les voient pas. C'est la même chose avec le hasard. Il nous pousse vers des choses que nous voudrions bien écarter de notre vie, où tout est basé sur les acquis de la science. Le mur de la science se fissure peu à peu, laissant entrevoir ce qui est plus propre à l'arbre de la connaissance qu'à la jungle du savoir, dans laquelle nous nous perdons encore avec la pléthore d'informations dont nous disposons. Les hommes comprennent que savoir n'est pas comprendre et que comprendre n'est pas pouvoir. C'est pourquoi les découvertes essentielles sont encore bien loin. Et il faut ajouter que si je ne vois que la moitié de la Lune, je sais cependant que l'autre moitié existe. C'est la science de l'avenir. Quand on parle de l'ère de l'information et qu'on est amené à l'utiliser comme une sorte de source scientifique, il faut y ajouter la dimension subjective. Nous devons reconnaître la conscience ou nous raterons le train de l'avenir. Or we're going to be missing the entire point.